Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on parle d'actualité, oui, mais surtout on la décortique, on l'analyse, on donne notre opinion et on essaie de changer le monde. Bienvenue en 2018, c'est une nouvelle saison pour nous, on est bien heureux. Et avec moi, comme toujours, un homme d'une qualité incroyable, un homme fantastique que j'apprécie énormément, M. Jules Simard. Bonjour et bonne année. Oui, bonne année. Et on nous propose de dire maintenant, lorsque nous suggérons la prospérité à la fin de tes jours, il paraît qu'on ne dit plus ça. Non. Il paraît que maintenant, on dit « Je te souhaite une bonne année » et nous l'espérons, le paradis fiscal à la fin de l'année. Ah, je suis rassuré. OK. Ah, si un jour, je peux avoir assez d'argent pour mettre $1 dans un paradis fiscal. Oui, c'est ça. Ouais, je trouverais ça. Ça va pire. Hey, bonne année à toi aussi. Toi aussi. Hein, santé et plein de projets. Parlant de projets, moi, ce que j'aime, c'est qu'ici, à la télévision locale, on a décidé de tabler sur l'actualité locale, d'amener des opinions, d'informer les gens. Et tu seras d'ailleurs à la barre d'une toute nouvelle émission qui est déjà commencée, qui s'appelle Les Nouvelles du Haut-du-Lac. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, en fait, le concept, ce qu'on veut essayer de mettre de l'avant, c'est un bulletin d'information hebdomadaire. Okay. C'est donc à dire que des gens ils vont dire « Ben ouais, mais c'est une vieille nouvelle que tu nous as... » Oui, mais ce que nous voulons faire, c'est pour être en mesure de la traiter. Elle est toujours d'actualité, OK, et on la traite peut-être davantage en perspective. C'est donc à dire que quand on va donner une nouvelle, on veut essayer de la placer dans son contexte et de la présenter avec les gens qui, naturellement, font l'événement. C'est un concept qui m'est cher. J'ai toujours aimé regarder de quelle façon on pouvait rendre encore intéressant une nouvelle qui s'est passée là, habituellement 3 jours. Parce que tu sais qu'une durée de vie d'une nouvelle, c'est ça, 3 jours. Ah ouais, okay, j'allais dire 3 heures, moi. Après 3 jours, tu t'en souviens plus. Ouais. Ou enfin, tu t'en souviens, mais elle n'a plus le même impact. Alors, c'est d'essayer de rendre ce qui se passe dans une semaine dans notre milieu au niveau de la MRC et d'essayer de le présenter de façon où est-ce qu'on a un intérêt. Alors, l'émission dure environ une demi-heure, dans laquelle nous allons avoir, dans un premier temps, un bulletin de nouvelles où on va présenter environ entre 8 et 10 nouvelles, dépendamment de ce qui s'est passé. Non, ouais, mais on veut que ça dure environ, cette partie-là, environ une dizaine de minutes. Okay. Par la suite, on va avoir une entrevue de fond de cette semaine-là, où on va avoir environ 5 minutes, où avec la personne qui a fait la manchette, si je peux m'exprimer, de la semaine, OK? Ainsi pour la semaine. Et nous allons avoir une section au niveau de la convocation communautaire des organisations, d'ailleurs que l'on invite à nous envoyer leur convocation pour leurs membres. Alors, à ce moment-là, nous allons avoir cette section-là. Et on veut traiter aussi des sports dans notre milieu, soit par une entrevue ou encore avec un reportage sur une personnalité qui a fait le faire, ou encore des résultats sportifs où actuellement, les médias se disent, bon, ben des résultats sportifs, c'est moins intéressant, puis tout. Mais pour les gens qui pratiquent ces activités, les gens qui suivent, je prends juste la question du hockey mineur, ça devient important de dire, bon, ben la semaine dernière, oui, on a joué contre Alma et on a remporté la victoire, les compteurs ont été tout. Oui, puis c'est intéressant d'avoir le point de vue aussi peut-être de jeunes hockeyeurs. Ah, oui, c'est ça, il y a certainement, là, donc c'est ce que nous voulons faire, créer et animer l'actualité locale avec cette émission-là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va nous donner. J'ai été relativement chanceux pour la première, dans le sens où j'ai quand même eu pas mal de stock, si je peux m'exprimer ainsi, de nouvelles pour être capable de le présenter, un peu comme on veut que ce soit. Probablement qu'il y aura des semaines où ça va être plus difficile, mais c'est... J'ai confiance. On essaye de voir ce que ça va donner. Et on espère que les gens vont se faire, nous être fidèles, parce qu'à chaque samedi matin, sur les ondes donc, de TVLD DM9, on va avoir donc les nouvelles ces nouvelles. Haut-du-Lac. Mais bon succès dans ton nouveau projet 2018, en espérant que ça soit à la hauteur de tes attentes.
Et oui, c'était la fin de notre Trotro promotion. Nous aussi, hein, on peut faire de la convergence, même si on est à Dolbeau-Mistassini. Hey, as-tu survécu à la tempête? Oui, bien, je pensais que ça serait pire que ça. C'est sûr qu'à Montréal, ils ont goûté, comme ils disent, hein, mais nous, on a été même relativement pas du temps pire. Ouais, parce que t'es resté toi, chez vous, là. toi, ben ouais. Ben non, je suis venu travailler quand même ici. Et j'ai dû aller faire des entrevues avec la neige et bon, tout ça. Mais par contre, ça a été quand même... je m'attendais à pire, parce que tout le monde me disait que ça serait... Ben écoute, ça serait grave. moi, j'étais au Saguenay, Ouais. je suis passé dans le triangle de la mort, j'étais obligé de revenir par Saint-Ambroise, c'était assez l'enfer. Maintenant, il va falloir trouver des solutions. Moi, je comprends pas. Je veux dire, tu sais, le triangle là, de Larouche, Héberville, Saint-Gédéon, Alma, à tous les hivers, écoute, Saint-Bruno se retrouve isolé à l'intérieur de ça, il y a un problème. Je comprends pas pourquoi on ne plante pas des rangées d'arbres pour couper le vent ou pour aider. Mais rendu là, c'est pas mes décisions. Mais moi, je veux revenir plutôt sur les fermetures de route, ça crée des désagréments. Je pense que l'idéal, c'est de rester à la maison. Là. Mais sur les fermetures d'école, OK. je comprends pas. Là, c'est annoncé, on le sait ce qui va arriver. On a des vents de 70 km à l'heure qui sont annoncés. On sait qu'il va y avoir de la poudrerie. Il y a des commissions scolaires qui disent on ferme. Il y a des commissions scolaires qui disent on ferme pas. Les cégeps, il y en a qui ferment, il y en a qui ne ferment pas. L'université, ça ne ferme jamais. Ça a l'air que c'est impossible que ça puisse fermer. Je ne sais pas. Tu sais, au-delà de tout ça, là, est-ce que ce n'est pas la sécurité des gens qu'on devrait... Et là, hier, il y a des commissions scolaires qui ont décidé d'ouvrir le matin. Puis là, finalement, ils ont fermé dans la journée. Mon Dieu, il y en a des congés tempêtes. On peut reprendre ces journées. En tout cas, au cégep, on va les reprendre, ces journées-là. Ce n'est pas des journées perdues. Je pense que la sécurité, c'est primordial. Je ne sais pas ce que tu en penses. À chaque année, hein, et à chaque tempête, on a de ce genre de questionnement-là. Je sais qu'ici, à la commission scolaire du Pays des Bleuets, bon, c'est le matin, dépendamment de... Pour cette fois-ci, ils l'ont fait avant. Là. On savait que le lendemain, on n'aurait pas l'école. Mais habituellement, très tôt le matin, donc, il y a des pourparlers entre les conducteurs d'autobus et les dirigeants de la commission scolaire pour savoir, bon, les conditions sont telles et telles. C'est évident que quand tu te ramasses avec beaucoup de neige, des vents puis de la poudrerie, c'est évident qu'il dit, bon, ben écoute, on ferme l'école. Là. Et pourtant, c'était pire à Saguenay, puis ils ont laissé les écoles ouvertes. Il y a de quoi que je comprends pas. Ça dépend, je pense, aussi des critères qu'on se donne pour les critères, le critère fondamental. C'est des 20 km à l'heure, 30 cm de neige. Je veux dire, c'est quoi ton critère à un moment donné? Je me souviens d'une année où on avait eu ces tempêtes-là et on n'avait pas fermé l'école ici parce que ça fait... Et on avait eu un accrochage sur le pont entre un autobus et parce qu'on ne voyait rien. Sauf que, bon, c'est arrivé dans cette condition-là. Il y a peut-être eu 10 minutes où les conditions ont été telles que, bon, tu voyais, malheureusement, la décision de dire on va à l'école, parce que quand on a pris la décision, les conditions étaient X et ça passait, comme on dit. Puis, maintenant, je pense que là-dessus, il y a... il faudrait faire confiance un peu aux météorologues. Oui, bien là, de plus en plus, la science s'en vient de plus en plus exacte avec tous les moyens qu'ils ont maintenant pour pouvoir prédire les parce que des fois, ils se trompent, là, mais en général, ils sont pas pires dessus. C'est ça. Non. Quand on le sait qu'il va y avoir une tempête, et puis que si c'est l'hiver, il va y avoir du vent, puis il va y avoir de la neige, puis à un moment donné, on va visibilité zéro. C'est ça le pire. Moi, je sais qu'on dit dans la neige, c'est pas super agréable, mais au moins, tu y vas tranquillement. Mais quand tu vois rien de ce qui se passe, là, je veux dire, c'est ça. Tu es à la merci des autres. Et encore ce matin, puis là, on est le lendemain de tempête, mais encore ce matin, il y a eu un accident dans le rang du fromage à Saint-Bruno, 6 véhicules impliqués. Je veux dire, je sais pas. Je sais pas. Pauvre maire de Saint-Bruno qui, lui, doit gérer tout ça. Mais en même temps... C'est évident que, effectivement, ce fameux triangle... il n'y a pas grand arbre dans le coin. Hein? Non, il faudrait penser à des solutions. Là. Tout le long de la 169, là, entre Alma et... Pourquoi on ne planterait pas des arbres? Je veux dire,
Ça couperait le vent. Est-ce que ça réglerait le problème? Peut-être pas, mais peut-être ça l'amoindrirait. Je sais pas. Oui, on a eu à un moment donné, il y avait les fameuses clôtures. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait les clôtures à neige. Non. D'ailleurs, ça avait été mis ici aussi dans la friche, dans le coin de. On sait, Des dans la Bleuetières. friche, dans le coin des Bleuetières et de l'aéroport. Oui. Il y a le vent de la place à se prendre. Hein. Habituellement, le banc de neige déménage 3 ou 4 fois dans l'hiver. C'est ça. Dépendamment. OK, bon. Restons dans le coin. Allons sur le bord du lac. On va prendre la route de Vauvert. Pour moi, c'est un peu nébuleux, là. La route de Vauvert, elle est en mauvais état depuis longtemps. Moi, j'ai habité à Vauvert pendant des années. C'est vraiment une des routes dégueulasses, là, on va le dire. Dangereuse l'hiver, même l'été. Et l'été, je veux dire, les roulières qu'il y a, là, tu as bien beau essayer de conduire ton automobile là, ou ton véhicule le plus droit possible, je veux dire, à un moment donné... C'est ça. Et là, on avait dit, bon, c'est cher, on comprend, c'est 10 millions refaire la route. Et l'année passée, c'était engagé à refaire la route, à moins que je me trompe. Oui, On avait l'année trouvé... dernière, dans le conseil, on avait déterminé, je me souviens, j'avais fait à un moment donné un texte sur, justement, l'état de la route. Là. Il y en avait plusieurs qui m'en parlaient. Ils ont dit, il faudrait peut-être quand tu regardes, prendre des photos, mettre un promener dans le jour. Et on avait indiqué que, oui, on demandait à ce que on puisse avoir. Et je me souviens qu'il y a eu au Conseil de ville, effectivement, une résolution à l'effet qu'on engageait des procédures pour pouvoir de refaire complètement la route. Étape par étape, hein? Exact. Et là, on s'était donné, compte tenu du coût que ça pouvait coûter, on s'était donné du temps. C'est-à-dire une première année, en conception, plan de devis, ça coûte tant. Deuxième année, et on devait, à ma connaissance, je sais que je te donne ça de mémoire, là, Non, mais à ma connaissance, on devait commencer cette année. Et j'ai été... Mais oui, là, revirement de situation, le directeur général fait une sortie dans les médias pour dire on veut redonner la route au gouvernement parce qu'on n'a pas les moyens de s'en occuper. C'est rare qu'une ville va dire en fait, c'est rare et pas. Hein. Tu te souviens que ça date des années 90 où un gouvernement du Parti libéral avait donné et enlevé l'entretien de certaines routes en les redonnant aux municipalités. OK? Et donc, les municipalités, c'était des routes secondaires. Donc, entretenaient plus ou moins les routes. D'ailleurs, on a à chaque année, là, on a une problématique reliée à l'état de ces routes-là. Et il y en a qui ont fait des demandes pour que ce soit effectivement le ministère des Transports qui reprenne, maintenant que les finances du Québec étaient un peu mieux, que les municipalités, donc que le ministère des Transports reprenne l'entretien. L'entretien et les réparations, la gestion de ces routes dites secondaires. Et Vauvert est une de ces routes secondaires-là. Parce qu'elle fait partie du réseau municipal, donc l'entretien. Et compte tenu que cette route-là, quand même, est fortement achalandée, et pas injuste par un trafic local, hein? Je veux dire, tu as un trafic... pas Alcan, pas un Calcan, mais je veux dire, tu as Rio Tinto, mais je veux dire, tu as aussi, l'été, tu as du tourisme qui passe par là. Les caravanes. Tu sais, c'est pas juste... Or, fort probablement qu'on a dit, mais si on était capable d'avoir du ministère des Transports qui reprenne cette route-là, la propriété de cette route-là, parce que c'est ça qui va se passer, et qui va à l'entretien puis aux réparations, veut dire, on va peut-être être... Je pense que la municipalité avait déjà adopté un 3 millions de dollars là, pour justement commencer des travaux de réfection de ces choses-là. Fort probablement qu'elle peut s'engager à dire, écoute, on vous donne la route pour $1, plus 3 millions de dollars pour aider à l'entretien, ou pas à l'entretien, mais à la rénovation, parce qu'il faut la refaire. Il faut tout refaire les fondations, il n'y en a plus là. À chaque printemps, là, ils repatchaient la route, ça durait 2 semaines, là, puis après ça, c'était revenu. Ce que je trouve drôle dans ce... Pourquoi à ce moment-ci, on décide de dire, écoute, ce qu'on avait pris comme décision d'essayer d'y aller, on va peut-être ralentir, puis on va plutôt essayer de chercher comment... Oui, mais ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'urgence pour réparer la route, ça? Ou qu'on est en année électorale puis on pense que le gouvernement pourrait investir rapidement? Oui, mais d'une façon ou d'une autre, c'est pas... je vois mal de faire pour une campagne électorale, de mettre cette thématique-là. Je veux dire, tous les partis vont dire oui. Oui. Hein? Oui, on va essayer de s'organiser
tout candidat, peu importe le parti, va dire on va essayer de s'organiser pour que, effectivement, le ministère des Transports regarde, parce qu'on trouve qu'il y a effectivement une argumentation qui pourrait faire en sorte. Ouais, mais ça, c'est à ce moment-ci de l'année, si on a ça comme objectif de se dire on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle est. Bon, moi plutôt, whatever, je ne trouve pas ça bon. Je ne trouve pas ça bon là-dessus. Je pense beaucoup plus qu'il y aurait pu y avoir la poursuite de travaux quand même qu'on s'était engagé à faire, avec aussi une demande auprès du ministère. Oui, au ministère, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire, mais pas retarder. Surtout redonner la route, parce que là, tu perds de la légitimité là, sur ton territoire. Là. Oui et non. C'est parce que la route, elle va rester là, elle. Là, tu comprends? C'est vraiment pour le coût d'entretien et les réparations. Oui, puis mais tout ça. c'est le principe de subsidiarité. Je veux dire, plus on est proche du problème, plus on va avoir les méthodes, on va agir rapidement. Quand c'est le ministère, on le sait, là, c'est tout le temps compliqué. Oui, mais là, le problème, c'est qu'on l'a, puis le pouvoir, là, regarde, on retarde. Là, tu comprends? Je veux dire, je trouve ça drôle. Honnêtement, là, je trouve ça drôle parce que je pense que les gens de ce secteur-là, et Dieu sait que dans le secteur de Vauvert actuellement, il y a beaucoup de résidents à l'année aussi de résidents. qui sont là. Et ça vaudrait peut-être la peine qu'effectivement, on se dit, bon, ben oui, on fait, au moins on entreprend des travaux d'ingénierie dessus, là, tu sais, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Bien, que si on fait du patchage, puis on n'en fera pas, là, d'après ce que je vois, bien, c'est du patchage, ça ne va rien donner. Il faut qu'on refasse cette route. Super! J'aime ça, j'aime ça. On va continuer à parler de route. Moi, j'aime ça. L'entretien des chemins multiressources, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Les chemins forestiers, en fait. Là, on dit encore, ça revient toutes les années aussi, ça. Bon, c'est mal entretenu. Il faut que le gouvernement s'implique plus pour qu'il y ait un accès pour tout le monde, pas juste aux lourds fardiers, mais que les gens. Toi, tu es un camp. Oui. C'est un chemin forestier. Comment Oui. c'est? Es-tu allé dernièrement? Oui, et non seulement ça, c'est que nous, avant ça, c'était effectivement Produits forestiers résolus qui l'entretenaient tout l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y avait du transport. Puis que ça se faisait. Donc, on a vraiment eu de difficultés. Cette année, Résolu a décidé de ne plus faire de l'entretien du chemin parce qu'il n'y a pas d'opération dans notre secteur. OK. Il n'y a pas d'opération forestière. Or, comme il n'y a pas d'opération forestière, le Résolu a dit, moi, l'entretien, pas bon, l'entretenir la route, ce que je vais sauver, je vais ça. Or, nous, on n'a pas d'association de propriétaires dans ce coin-là. Là, il y a des gens qui ont dit, nous, on aimerait ça quand même aller faire un tour l'hiver une fois de temps en temps, puis tout le cul. Ils se sont regroupés, on s'est regroupés pour essayer de faire ensemble, et je pense qu'il y a tout près de 400 propriétaires de chalets dans ces coins-là. Et on s'est dit, s'il y en avait, nous, on en a une centaine plus particulièrement qui empruntent cette route-là. On a dit, si on va chercher 150 $ par année pour être capable de le faire par bout, on va être capable au moins de faire l'entretien, un entretien. Or, le groupe a réussi à regrouper un ensemble de personnes qui ont décidé d'investir le 150 $. Et ça nous empêche parce que tu sais que depuis 3 ans, il y avait eu une contestation à un moment donné parce que les associations regroupant demandaient à la MRC, coudonc, tu vas envoyer le compte de taxe à la personne, OK, peux-tu mettre 150 $ de plus parce que nous, on va entretenir notre chemin l'hiver et l'été, parce qu'on va passer le gradeur, comme on dit, l'été, parce que comme il n'y a plus d'opération forestière, il n'y a plus d'entretien. Puis toi, si ton chalet est là, il faut que tu le fasses ton entretien. Or, la MRC, avant ça, le faisait. Mais là, il y a eu une contestation à l'effet que tu ne pouvais pas, la MRC ne pouvait pas prendre comme chargé comme une taxe, parce que ça représentait une façon d'avoir une taxe, par secteur. Il fallait que tout le monde paye. Or, moi, qui avait un chalet et qui n'avait pas besoin d'avoir l'entretien par la MRC ou par nous-mêmes, parce que, moi, mon compte de taxe a fait comme tout le monde. Là, on est passé de 18 sous à 33 sous. Moi, je payais le 33 sous maintenant sur l'évaluation. Parce que la MRC donne à chacun des organismes 75 $ par bout de villégiature pour faire l'entretien du chemin, dans les endroits où il y en a, où tu n'as pas d'opération forestière. Or, s'il te manque un 75 $, là, il appartient
aux gens de l'association, comme on dit, d'aller quêter chacun des... Pas quêter, mais tu sais, c'est énormément. Mais on ne pouvait pas le faire avant. On ne peut plus le faire. La MRC ne peut plus ramasser ta 150 pièces. Il faut que tu t'en ailles pour aller... Habituellement, il y a une bonne collaboration, mais il y en a toujours qui se disent, bon, écoute, elle ne paierait pas, là. Paye-le mes taxes à la MRC, là, on ne paiera pas pour. Ben, en tout cas, donc, ça voudrait donc dire que l'an prochain, si nous, on se forme une association dans notre secteur en bonne et due forme, avec des lettres patentes puis tout le kit, l'an prochain, nous pourrions bénéficier de 75 $ par bout de villégiature pour faire l'entretien des chemins, parce que Résolu, là, ne le fait plus. Ils vont peut-être reprendre les opérations. À la minute où ils vont reprendre les opérations, ils reprennent le chemin, bien ils vont l'entretenir. Mais jusqu'à maintenant, là, c'est... Là, puis on le sait pas avec Résolu comment donc, c'est ça, un peu, là, la question des chemins multiressources. On paye à la MRC, donc, on nous taxe déjà pour pouvoir être en mesure d'avoir que ton chemin soit entretenu par Résolu ou pas. Tu as un compte de taxe maintenant qui est régulier. Donc, si on n'a pas besoin de verser à cette association-là, là, 75 $, il est réparti là, dans l'ensemble de tous les autres. Mais ce n'est pas évident, naturellement, lorsque tu veux aller, surtout l'hiver. Tu sais, je suis allé encore, moi, là, la semaine dernière, dans mon coin, puis oui, ça a été gratté, OK? Mais, tu sais, je veux dire, il y avait tombé quelques... Bien, c'est ça, c'est quand même... Mais là, on n'a pas gratté parce que, tu sais, tu passes encore, comme on dit, avec ton pick-up et ton 4x4, là, tu es encore capable. Donc, on sauve cette chose-là. Mais faire l'entretien, là, ça coûte excessivement cher. Oui. Oui, c'est une belle question. Et pour rebondir là-dessus et passer à la prochaine nouvelle, on va parler de PFR parce que pas facile. Ils ont tout le temps un problème. Les autres, là, c'était... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est avec les États-Unis, la surtaxe. Là, après ça, c'est l'approvisionnement du bois. Là, c'est manque de copeaux. Là, c'est pas qu'on manque de copeaux, mais on n'a plus de conducteurs pour amener les copeaux aux usines. Le problème de transport, ça m'a surpris, ça. Il me semble qu'on est le royaume des conducteurs de 10 roues ici. Puis là, manque de conducteurs pour amener les copeaux aux usines. Puis là, le ralentissement des usines, il y a des emplois qui sont en jeu. C'est quoi qui se passe? Je pense que ce qui se passe, c'est le marché. Point. Ouais. Malheureusement, je t'aurais de répondre comme les politiciens? Pas les politiciens, mais les dirigeants de l'entreprise. Puis en plus, tu as la surtaxe aussi qui vient sur le papier. Là, mais là, on nous dit que c'est pas ça, que les contrats sont là, mais qu'on n'a pas de conducteurs pour amener les copeaux aux usines. Toi, tu as un doute. Je comprends pas. Non. Ça, je comprends pas ça. Je pense peut-être aussi qu'il y a le fait que quand on fait du bois d'œuvre, donc c'est à partir de là qu'on va aller chercher les copeaux par la suite. Et si tu fais un peu moins de bois d'œuvre, donc tu fais moins de copeaux, puis si tu fais moins de copeaux et tu es à tout prix, bien, je veux dire, oui, tu n'as un problème de transport, tu n'es pas capable de charger. Non, c'est mais ça. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'on en est aussi à se trouver des... pas des excuses, mais des raisons qui sont fort probablement vraies, là, OK, dans l'ensemble d'opérations courantes, là, pour expliquer que, bon, on produit moins que ce que l'on devrait produire. Mais si on produit moins, puis on réussit à obtenir quand même nos contrats, c'est peut-être là, il nous manque des contrats. C'est peut-être là qu'est le problème. Moi, je pense que c'est toute l'origine de ça. Et c'est drôle, hein? Je pense qu'on n'a pas fini. Ouais. Avec, regarde ce qui se passe. J'en profite pour te discuter, je ne sais pas si tu as... oui, je l'avais mis là, parce que on peut peut-être en placoter un peu. On s'en va dans le mur, là. Mais tu sais quoi, moi je pense qu'on s'en va dans le mur depuis le début, que les Américains nous font croire qu'ils veulent négocier, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est tout avoir et rien donner. Puis à un moment donné, mais c'est pas négocier, ça. C'est imposer des conditions. En fait, quand tu dis ils veulent tout avoir sans rien donner, en fait, ils veulent tout avoir. Ce qu'ils veulent, c'est ils veulent plus donner là. Ouais. OK, Trump, là, ça a l'air d'être bien clair là, dans son esprit. On va leur faire un petit effort pour aller... Ils ne se parlent même plus avec le Mexique, là. Veut dire, puis c'est qui est le grand gagnant de l'ALENA?
C'est le Mexique. Lui, ce qu'il va se dire, c'est nous aussi, là, quand même. Puis les États-Unis aussi. Non, il y a tellement d'emplois qui sont reliés à ça. Exactement. Tu sais, il y a plein d'entreprises aux États-Unis là, qui se lèvent pour dire, là, écoutez, négociez, parce que c'est des emplois de chez nous qui sont en ça jeu, négociera pas. Et moi, je suis convaincu que tu as raison. Et on va s'en tête. Ce que je trouve, c'est que je pense, en tout cas, d'après ce qu'on a pu voir dans les dernières semaines avec l'attitude au niveau du Canada, où est-ce qu'on a dit, écoute, à la rigueur, là, si on ne veut pas négocier, puis si on ne veut pas l'entendre, là, il n'y en aura plus. Oui, ça va nous coûter cher, là, mais tu sais, la pénétration du marché que ça nous a donné aux États-Unis est quand même toujours là. Oui, on peut peut-être s'avancer avec des surtaxes pour pouvoir certains biens. Mais ça va dans les deux sens. Oui, exact. Chez nous, le protectionnisme, je veux dire, ça va être l'achat local. Les gens vont arrêter d'aller acheter des produits moins chers au Mexique qu'aux États-Unis. Ils vont être obligés d'acheter chez nous. Deux, tu as surtout de la protection, nous, tu sais, qu'on le veut ou non, la protection de nos façons de faire en agriculture, c'est majeur. Ça, c'est majeur. Je ne sais pas si tu as vu le rapport dévastateur qui dit que si on enlève la mission de l'autre, c'est des millions d'emplois. Exact. Alors, tu comprends... Moi, je pense que là, on est dans une phase cruciale là, dans les semaines, ou surtout dans la semaine où on est actuellement. On est dans une phase cruciale là-dessus pour voir si ça va se poursuivre. Et si ça se poursuit, si c'est pour se poursuivre, pour traîner, là, tu sais, j'entendais le représentant du Québec, Bachand, hier, qui disait que ça peut être très long. Si c'est pour être très long, là, 2 semaines pendant faire, là, parce que tu vas donner créer de l'espoir. Si on attendait 3 ans, il y aurait une autre élection aux États-Unis? Ouais. non, Mais je pense plus qu'ils vont nous regarder, ils nous envoient là, actuellement des surtaxes, là, comme ils veulent. Ils vont continuer de le faire. OK, mais je reviens au Saguenay. Je te parlais de Vincent Duguay. Connais-tu Vincent Duguay? Un jeune de 15 ans qui a mis, je sais pas, là, lui, il va à l'endroit. En tout cas, il est déniaisé, ça c'est certain. Moi, ça me fait penser à certains élèves dont je faisais partie au secondaire qui étaient un peu contestataires. Mais il faut faire avancer la société. Des fois, les adultes ont un paradigme puis on a misère à comprendre des fois la réalité de où on est rendu. Et puis, il y a des jeunes pour nous le rappeler. Et lui, il interpelle avec une mise en demeure la commission scolaire pour dire... Bon, mais là, c'est anormal. Lui, ce qu'il dit, c'est pas normal qu'on n'ait pas nos cellulaires en classe. Ça, c'est normal. Là. Je veux dire, en classe, on n'a pas à avoir nos cellulaires. Et, sauf que le prendre 24 heures de temps, le prendre le soir, bien là, on n'est plus dans le cadre scolaire. Ça dépasse les bornes. On ne peut pas aller travailler, on ne peut pas avoir de messages. C'est surtout les fins de semaine aussi, je pense. Les fins de semaine ou ça. Fait que, il y a eu un appel de non-receveur de la commission scolaire qui dit que ce n'est pas la commission scolaire. C'est pas une règle de la commission scolaire, mais c'est une règle de l'école. Donc, il faut s'entendre avec l'école. Moi, j'avais le goût de parler de ça parce que on entend beaucoup ça, là. Puis là, je regardais les commentaires haineux quand ça s'est sorti, des gens qui font « Hey, le cellulaire, ils comprennent rien. » Mais moi, ça me fait rire parce que les gens, là, je veux dire, moi, j'en parlais avec mon père. Si mon père là, avait eu un cellulaire lorsqu'il était au Juvénat dans les années 60, là, il l'aurait utilisé, là, je veux dire. Il faut être de notre génération. Moi, dans mes cours au cégep, je permets le cellulaire pour faire des recherches, pour downloader, j'ai fait downloader des applications qui servent en classe. On est rendu là. Il faut être aujourd'hui. Arrêtons de vivre dans le passé, là. Il n'y a plus personne qui va travailler à cheval. Là. On a des autos maintenant. Hey! Non, mais là, arrêtons d'être rétrogrades. Vivons aujourd'hui. Fermons-nous pas les yeux. Que ça soit bon ou pas, l'avenir va vers les nouvelles technologies. Il faut savoir apprendre à les utiliser et quand même les intégrer dans des cadres de travail, dans des cadres scolaires. Mais je pense que l'élément, c'est qu'il faut apprendre à les intégrer. Donc, il faut les utiliser en classe pour être capable de le faire. Mais c'est la problématique, lorsqu'on met de l'avant l'interdiction, c'est plus pour ceux-là qui l'utilisent et puis qui ne... mais il va toujours avoir des gens qui... Comme enseignant, là, si tu te ramasses, il est permis d'utiliser donc le cellulaire à l'intérieur de la classe. Si tu t'amasses et puis tu donnes des explications à des gens, tu donnes de l'information et des connaissances à tes jeunes, et puis que tu as 80 là, de ta classe là, qui sont sur les affaires à essayer de se communiquer, qui ne t'écoutent pas. Oui, attends de voir ma réponse là-dessus. Ouais, Premièrement, si tu as 80 de ta classe qui ne t'écoute pas, c'est parce que tu n'es pas intéressant. Ça, tu devrais peut-être penser à ne pas aller en éducation. C'est évident. Mais deuxièmement, il y a des gens qui vont le faire, etc. Mais ça devient leur problème. S'ils n'écoutent pas, c'est eux qui perdent du contenu. C'est pas moi, là. Moi, je fais une job. Moi, dans ma classe, là, quand on donne la théorie, il n'y a personne qui joue sur son cellulaire. Peut-être qu'il y en a un qui le fait, je ne le vois pas.
Mais à un moment donné, on tombe en lab, en mode de travail. Ils ont à faire des recherches, etc. Ils peuvent tout c'est faire vrai, en classe, c'est ils ont ça que le tu téléphone, dis, ils ont les c'est ça. affaires. Ils communiquent ensemble. Les réseaux sociaux, ça fait partie de... Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis, sur cette... c'est certain qu'un étudiant qui est en train de texter ou d'être sur Facebook pendant que tu donnes des notes, il ne suit pas. Là, ça devient mon problème. Non, c'est son problème. C'est lui qui ne suit pas. C'est de la difficulté. Il faut arrêter d'infantiliser les gens en leur mettant des normes. Il faut les responsabiliser en leur montrant la valeur des choses et comment utiliser les choses concrètement. Moi, c'est ce que je... Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, là, appelez-moi, on en parlera. Mais écoute, je trouve ça un peu aberrant. Puis je comprends qu'il y a une différence entre le primaire et le cégep, là. On est d'accord. Mais à un moment donné, ben, il faut arrêter d'infantiliser les enfants. Oui. Puis justement... C'est ça mon point. Non, je suis correct, je suis d'accord avec toi là, sur la vision et la façon dont tu nous l'amènes. Il reste que la problématique qui avait été soulevée aussi par le jeune, c'est le fait de dire tu me prives de l'utilisation d'un bien en dehors des heures de temps. Et ça, là-dessus, je pense que il y aurait de la part de l'école à regarder, tu sais, il va dire, bon, t'es dans ma classe, tu l'utilises, tu n'as pas le droit de l'utiliser, et tu l'utilises, bon, je te le saisis pour la durée du cours. La durée du cours, ou la journée. Même pas. Mais on y redonne à la fin de la journée, parce que tu y redonnes à la fin du cours. Il va dire, c'est dans son cours-là qui a été pogné. OK? Là-dessus, je pense que le jeune a amené un point qui se doit d'être débattu puis qui se défend. Et qui peut se défendre. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'il faut qu'il décide là, maintenant. Voir si je n'aurais pas un avocat qui ne voudrait pas l'aider dans le discours. Mais il y a idée, d'après ce que j'ai entendu, à tout le moins, il y a quand même idée de poursuivre Je sais que j'écoutais à la radio Jean-Marc Fradette là-dessus, le criminaliste, puis il disait que son dossier était très bien monté puis que ses points se défendaient légalement très, très bien. Très bien. Ouais. En tout cas, on a parlé de ça. Je veux parler, à cause de la tempête, on a annulé le caucus du NPD qui était supposé avoir lieu à Saguenay, mais on a le caucus du Bloc québécois à Saguenay cette semaine. Avec Martine Ouellette qui est en ville, les députés se déplacent en auto, pas en avion, donc ils ont pas eu de problème pour se rendre. Bon, on ne se mentira pas, là, les caucus sont à Saguenay parce qu'il y a une partielle qui est là, qui va jouer. C'est ça pour le fédéral. Oui, pour le fédéral. L'état du Bloc québécois, depuis l'arrivée de Martine Ouellette, t'en penses quoi? Est-ce qu'on fait du surplace? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Il me semble qu'il y a comme une aura d'indifférence médiatique. Ou c'est peut-être une perception que j'ai qui est mauvaise. Là. Ou encore, c'est pourquoi que le Bloc québécois est venu au monde? Le Bloc québécois est venu au monde pour aider à faire en sorte que, en 1995, si jamais il y avait eu une élection, pas une élection, un référendum, qu'on aurait pu avoir des porte-paroles à la Chambre des communes pour être capable de discuter pour que le référendum passe. Et si tu te souviens bien, une fois qu'on avait déterminé que le référendum passera ou ne passerait pas, le Bloc québécois devait se faire requérir. Se saborder. Or, il est devenu l'opposition officielle à Ottawa. C'est une belle époque, quand même. Oui, en devenant l'opposition officielle à Ottawa, là, comme parti politique, un, tu avais des moyens, et deux, tu as un levier de pouvoir, dû te monter d'autres raisons pour être là, parce que le référendum n'a pas passé. On a eu comme problématique de se dire, pas problématique, mais comme idée de se dire, OK, on va devenir le chien de garde des Québécois à la Chambre des communes. Alors là, on s'est donné un autre mandat et on a essayé de dire, on va aller défendre les intérêts des Québécois à la Chambre des communes. On n'est pas au pouvoir, mais on va au moins s'organiser pour non, il ne pouvait pas l'être non plus. Donc, on va s'organiser pour avoir pas juste la balance du pouvoir, mais surtout de faire... Or, on s'est donné un autre. Et ça a duré quand même 2 ou 3 élections où est-ce qu'on faisait du temps du CEP. Donc, on a fait de l'action là-dessus. Et ça l'a fait en sorte que l'idée de faire la souveraineté du Québec a baissé. Tu n'avais plus vraiment de la faire. Tu avais un chien de garde à Ottawa. Puis là, tout le monde disait, ben oui, mais le Bloc québécois était le seul qui parlait de la souveraineté du Québec et de l'indépendance du Québec. Non, c'était pas ça qu'il devait aller faire. Il devait aller défendre les intérêts du Québec dans un cadre fédéraliste. Ouais. Or, on s'est dit, pourquoi est-ce que c'est qu'on vote pour l'indépendance du Québec? On a du monde qui s'en va négocier.
Aujourd'hui, OK, au cours des 3 dernières élections, hein, le Bloc québécois, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Pourquoi? Parce que là, on s'est dit, on s'est nommé, on a repris notre bonne vieille idée de dire ça nous prend les libéraux pour être capables de nous défendre aussi à Ottawa parce qu'ils vont former un gouvernement. Alors là, c'est ça qui s'est glissé, l'électorat a changé là-dessus. Alors, le Bloc québécois. Puis l'idée d'indépendance du Québec est de moins en moins, il faut être honnête, là, est de moins en moins populaire. Là. Ben pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un choix qui en parle. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas un choix qui met ça de l'avant, là. Comme solution à une vision de la société québécoise. Il n'y a pas un choix qui la met de l'avant. Mais là, on dit, ah, ça baisse. Ben oui, hein, il n'y a pas un choix qui en parle. Elle ne peut pas faire autrement qu'elle en parle. Alors, moi, ce que je dis, c'est le Bloc québécois n'a donc actuellement pas de mandat précis à nous offrir à l'électorat. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu baisses, tu baisses et tu baisses. Et là, tu te fies à des hommes et des femmes comme candidats qui ont une certaine prestance dans les comtés et qui rapportent, non pas parce qu'ils sont du Bloc québécois, mais parce qu'ils ont une certaine prestance, une certaine popularité, et ils réussissent à passer. C'est ça qui est le gros de la problématique du Bloc québécois. Dans mon esprit, à moi, leur travail actuellement... ce soupir-là voulait en dire Actuellement, ben, moi, il m'apparaît. C'est correct. Hey, vas-tu chez McDonald's, toi, des fois? J'y vais plus. J'ai plus de jeunes enfants. Moi, j'y vais très, très rarement. Des fois, sur la route, quand on s'en va à Montréal, ça va arriver, mais j'y vais très rarement. Puis là, ils ont décidé qu'ils n'achetaient plus le lait chez Nutrinor. Il faut savoir qu'avant ça, tous les achats de McDonald's Canada étaient regroupés. Ils achetaient tout leur lait à la même place, à l'exception de Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Terre-Neuve. Et là, c'est terminé. On n'achètera plus le lait de Nutrinor. Donc, ça l'enlève, je pense que c'est 500 000 là, que ça donnait à Nutrinor par année. Bon, les gens sont un peu outrés. Moi, je trouve ça décevant, mais en même temps, c'est clairement le modus operandi de ce genre de compagnie-là. Ah oui, je veux dire, écoute, c'est le bulldozer. Comme s'ils ne faisaient pas de profit. Là. C'est ça, c'est le bulldozer, ça, là-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quel point les irréductibles gaulois que nous sommes sur ce genre de choses-là, ce genre de dossier-là, César commence à nous rentrer dedans pas mal, là, je trouve. Hein? Et puis, on n'est plus capable trop d'avoir ce genre, pas de protectionnisme, mais d'encouragement local que l'on avait. L'économie locale. En fait, j'aurais le goût de dire McDonald's agit comme Trump. Oui. mais comme Tim Hortons a fait. Oui, ils l'ont déjà fait eux autres aussi. Ils se ramassent avec on a un bon prix, on va encourager notre fournisseur comme il faut. Là. Oui, surtout qu'on ne fait presque pas d'argent. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut amener un mouvement de boycott. Moi, je pense que là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'iront pas. Dans une semaine, on s'en reparle. Ah, OK, c'est bon, exact. On revient au début de notre émission quand on disait que nouvelles ça dure 3 jours. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça l'affaire. Oui, j'ai l'impression que les gens sont outrés, mais on n'a pas le... C'est ça. Tu sais, avoir des valeurs, c'est quelque chose. D'en parler, là, c'est quelque chose, mais les appliquer foncièrement, là, c'est souvent complexe. Pour plein de raisons. Là. Je pense que même si on suivrait, je sais pas, par exemple, un environnementaliste durant sa journée, on serait capable d'y reprocher à 5-6 affaires là, qui ne sont pas de nature environnementale. C'est normal, c'est un paradoxe humain. Là. Ouais. Mais, mon Dieu Seigneur, c'est ça, on n'a pas la mémoire longue. Moi, je l'ai. Moi, là-dessus, des fois, ma blonde, elle me dit... T'es entêté sur certains de tes principes. Je fais oui, bien c'est ça. J'ai des valeurs, je vais essayer d'aider. Je veux dire, même si c'est des combats futiles. Là. Exact, mais sans ça, ça ne donne rien. Moi, je me dis pourquoi aller vivre tout simplement et vivre en société de surcroît. Clairement. Je voudrais maintenant qu'on parle du bloc opératoire.
Oui. Le ministre Barrette est dans la région la semaine dernière Oui. pour annoncer une réflexion du bloc opératoire à l'hôpital de Chicoutimi. Mais ici, Mais un fidèle pas loin de 50 millions. Oui, hein, sur 4 ans, là, je pense que ça prend un minimum 4 ans à faire ça. C'est ce qu'il nous avait dit dans le temps. Mais ici, de Beaumont-Mistassini, la réflexion du bloc opératoire, c'est entamé depuis un bout là, qu'on en Ben, parle. c'était en 2015 qu'on était venu annoncer effectivement l'agrandissement et une mise aux normes qui coûtait environ 6 millions de dollars. Il y a, semblerait-il, un paquet d'opérations. Non seulement semblerait-il, il y a un paquet d'opérations administratives qui doivent se faire pour déterminer, les besoins exacts, déterminer, deuxièmement, les points à... la technologie dont on a besoin. Exact. Et aussi combien d'opérations se fait dans le milieu, quels sont les types qu'on peut retrouver, pour voir effectivement la connaissance de l'amélioration du bloc opératoire, des blocs opératoires. On sait qu'à Roberval, on avait eu, à la suite d'un incendie, donc on avait reconstruit et on a remis un bloc opératoire. Je suis allé le visiter, il m'a dit en affaire, je ne connais rien dans les opérations, je ne suis pas un médecin. Là. Mais Colin, il travaille comme il faut dans une ambiance épouvantable, avec la haute technologie et tout le kit. Fort probablement qu'ici, c'est beaucoup plus, par exemple, de l'agrandissement. L'agrandissement à l'intérieur, mais de l'agrandissement qui doivent se faire. Réaménager avec des nouveaux équipements. Parce que, et de l'équipement, et aussi peut-être de permettre certains types de chirurgie qui actuellement se font peut-être moins, mais qui pourraient se faire de plus. Ce qu'on nous dit, c'est que le dossier suit son cours. On en est à la 3e année, cette année. Or, on devrait être à l'option, si mes fidèles, des plans étoffés. Parce que les études ont été faites. Je dois avoir là, dans les heures et les jours qui viennent, là, moi, une discussion avec effectivement les gens au CIUS pour connaître exactement un peu l'échéancier et les travaux que l'on s'entendait faire cette année, pour que la construction et les contrats de construction puissent être donnés en 2019, ce qui aurait permis, là, dans les 4 ans, de pouvoir faire en sorte que nous, notre 6 millions de dollars, soit aussi réinvesti. Ce qu'on nous dit, c'est que les opérations suivent son cours. L'année dernière, à pareille date, j'avais demandé effectivement à la directrice générale du CIUS, la présidente directrice générale du CIUS, c'est qu'il se passait, et elle m'avait indiqué que l'échéancier, on était dans l'échéancier, que les opérations se faisaient donc normalement pour en arriver à la construction et à la rénovation. Or, on nous dit qu'effectivement, ça va se faire. OK. Non, mais j'avais juste... il semblait que... Tu sais, je sais pas, c'est comme venu comme nouvelle. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que ça s'en vient? Bon, on a parlé du Bloc québécois, mais je veux qu'on parle du Parti québécois pour 2 raisons. Là, ça, c'est une nouvelle qui date, mais je veux quand même ton opinion là-dessus. Il y a eu une vague de démissions. Ce qui est normal parce qu'avec des élections à date fixe, à un moment donné, les candidats doivent dire je reviens pas. Là. On va avoir ça aussi chez les libéraux dans pas long, probablement. Entre autres, on a eu Alexandre Cloutier qui a fait un gros boom là, parce que personne ne s'attendait à ça. Et là, une semaine plus tard, on a Pierre-Carl Pellado qui sort dans les médias un peu pour dire quasiment je suis disponible. Qu'est-ce qui se passe au PQ là? Parce que on va se le dire, hein, quand on regarde les sondages, c'est plutôt... on a déjà vu mieux. Je ne dis pas qu'il y a un vent de panique. En tout cas, le chef Jean-François Lisée n'a pas l'air de vouloir démontrer qu'il y a panique, mais ça brasse. Est-ce que c'est un vent de renouveau? Est-ce qu'on va réussir à renouveler les effectifs? Est-ce qu'on va faire revenir Pierre-Carl Pellado? Pourquoi? Tu sais, ça avait été déjà vu comme un sauveur. Est-ce que ça va être le sauveur numéro 2? Ton analyse. Ça, je ne vois pas. Et puis il y a Martin Ensemble aussi, que l'on approche pour pouvoir revenir au PQ. On sait qu'en fin de semaine, il va y avoir un conseil national, justement, pour pouvoir être en mesure de voir stratégiquement qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'on pourra assister aussi à l'opération? Moi, il y a un point qui m'apparaît là, fondamental dans toute la question du PQ. Lorsque Jean-François Lisée est arrivé à la tête du parti, il a dit « Nous ne mettons pas en sourdine la souveraineté du Québec, mais nous la mettons en sourdine. Mettons en sourdine
la question de faire un référendum dans le prochain mandat. Ouais. Car l'importance, c'est de changer les libéraux au pouvoir, De prendre le pouvoir. d'enlever les libéraux du pouvoir. Ça ne semble pas marcher comme stratégie. Ça a été ça. Or, les gens ont retenu la chose suivante. On met en sourdine la souveraineté du Québec, puis tout ce qu'on veut, c'est remplacer le Parti libéral avec pas nécessairement beaucoup d'idées en ce qui regarde surtout la question. Alors, c'est ça qui est ressorti, là, tu comprends? Oui, mais et au cours des 2 dernières années. Tu peux-tu en vouloir aux gens de comprendre ça quand tu te fais dire on le fait, mais on le fait pas? Fait que, tu sais, je veux dire, les gens ne sont pas idiots, là. Ils voient bien qu'on est dans une démocratie. Les gens et la presse. Non, mais tu sais, on est dans une démocratie. Si fondamentalement, la majorité des gens, comme on dit à René Lévesque en 80, ça ne nous intéresse pas, bien là, Lévesque s'est dit, bien moi, j'ai été élu pour servir le peuple, donc on va tenter le beau risque. Est-ce que ça veut dire que le PQ doit changer d'orientation ou tabler pour faire l'éducation de la souveraineté? Là, à un moment donné, ils ont des choix à faire, mais là, ils tergiversent entre 5-6 affaires, puis on dirait qu'ils déplaisent à plus de monde qui en convainc. Oui, mais je pense qu'actuellement, il va y avoir effectivement une orientation définitive qui va se donner et ça va se faire prochainement. Où est-ce qu'on va dire, bon, ben voilà, le Parti québécois s'oriente de cette façon-là et il s'oriente de cette façon-là pour aller dans les élections. Parce que si on en est à avoir un parti politique qui va changer les libéraux au pouvoir, OK? Là, les gens, là, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils disent, écoute, on essayait un nouveau. Bien, comme on a vu des élections municipales ou qu'on a vu... Très exactement. Ouais. C'est le phénomène où se retrouve l'électorat québécois actuellement. Et pour l'électorat québécois, OK, si on veut en essayer un nouveau, c'est pas Jean-François Lisée avec le Parti québécois. Un nouveau, c'est aller la CAQ. Dans la CAQ. OK? Puis, bon, peu importe là, ce que l'on peut penser de la CAQ, est-ce que la CAQ, c'est du nouveau ou si c'est pas du libéral et péquiste réchauffé, on ne le sait pas, là. Mais en tout cas... De toute façon, peu importe le parti, c'est le système qu'il faudrait changer pour vraiment changer les choses, parce que, je veux dire, on change les gens en place, mais ils sont pris avec la même machine, là. Ça veut dire, prends ton auto qui ne fonctionne pas, change de chauffeur, elle ne fonctionne pas mieux. Et tu as... Tu sais, je discutais avec Denis Trottier dernièrement et on l'amenait sur le fait que les gens, OK, le désabus de la politique, il oriente aussi de par notre façon de fonctionner dans notre démocratie. OK, tu es un parti dans l'opposition, tu fais l'opposition officielle, tu es contre. OK? Tu es au pouvoir, tu es pour, tu mets de l'avant certaines affaires. Il n'y a pas personne qui essaie de voir la solution. Je ne dis pas que je ne suis que de l'idée de Denis là-dessus, mais quand Denis dit pourquoi est-ce que c'est qu'on ne regarde pas faire de la politique en recherchant le consensus? Tu sais, ici au Québec, nous, on a les Inuits, ça fonctionne de cette façon-là. Ils ont, quand ils font de la politique socialement, dans leur milieu, c'est la recherche d'un consensus. Et non pas la recherche de dire « j'ai la meilleure idée, je suis au pouvoir, je la mets en application ». L'autre à côté qui dit « il pense peut-être qu'il y a une couple de bonnes choses dessus ». Non, tu n'as pas la bonne idée. Et nous, on n'est pas au pouvoir, mais si on était au pouvoir, c'est ce qu'on ferait à la place. Alors, ce que tu crées, c'est que tu crées chez l'électorat l'idée de « écoute, pourquoi est-ce que c'est que je chicane tout le temps? Pourquoi est-ce que c'est qu'on chicane tout le temps? C'est ça fait de la politique? Combien de fois que nous on le dit, là, ici dans cette émission-là? C'est pas ça fait de la politique que chicaner. C'est d'essayer d'amener la meilleure. Et c'est fort probablement la recherche d'un consensus. Or, que ce soit pour le Parti québécois actuellement, il faut qu'au Parti québécois, oui, il y ait un consensus sur la façon d'opérer. Ce que l'on a actuellement au Parti québécois, il y a les tensions, qu'on le veuille ou non, entre les gens qui se disent « Écoute, il faut que tu reviennes au discours de l'indépendance du Québec et voilà ce que tu faut que tu offres aux Québécois pour être en mesure de... » Puis, mettons de côté la question du référendum. C'est que si tu es élu, oui, tu es élu actuellement, non pas pour faire l'indépendance, mais pour mettre en marche, OK, un processus qui va te conduire à l'indépendance. Okay. Pendant ce temps-là, tu vas offrir de la bonne gouvernance. Enfin, et voilà. Tu sais, c'est fort probablement ça qui va sortir, je pense, au niveau du Parti québécois, au lieu de dire, bon, ben, il faut absolument... L'urgence, c'est de remplacer les libéraux. Ça, je pense que l'électorat est en train de le faire.
Je veux dire, je vois mal. On comprend très bien que les libéraux ont 40 comtés déjà d'assurer aux prochaines élections, mais il leur en prend plus que 40 pour faire le gouvernement. Et là-dessus, les comtés devront se répartir, là, CAQ et Parti québécois, parce que le Parti québécois pas jamais avec... il partait dans le temps avec 5, là, mais là, il ne part plus avec 5. Ouais. Moi, ce que je veux te dire sur cette discussion-là, parce que je trouve ça bien intéressant, c'est que foncièrement, notre système politique, quand on a un gouvernement majoritaire, c'est comme une dictature avec une date de péremption. Puis je dis pas une dictature là, sévère où on emprisonne des gens, mais ça reste que, à l'époque, on parlait de monarque éclairé, là, qui disait, bon, ben, on a le bien du peuple selon ce qu'on pense. Mais c'est un peu ça, on oblige. Moi, je suis allé en deuxième semaine de janvier au Forum étudiant 2018 avec des étudiants du Cégep de Jonquière. Et c'était tellement beau de voir travailler les étudiants. En une semaine, ils ont adopté 3 projets de loi avec des commissions parlementaires, ils se sont jasés, ils ont discuté, ils ont négocié, puis on a amendé les projets de loi en fonction du bienfait de tous. J'ai rarement vu les jeunes, écoute, ceux qui doutent de l'avenir de notre société, parce qu'ils disent les jeunes, c'est ici, c'est ça, aller au Forum étudiant en début d'année, écoutez ça à l'Assemblée nationale, écoute, ils sont investis parce qu'ils croient à quelque chose. Et moi, je remets en question le système de parti. Pourquoi on n'élit pas des représentants géographiques par comté? Puis rendu là, parlez-vous, entendez-vous, décidez, arrivez à un consensus. Ça va peut-être être long, oui, mais est-ce que ça ne serait pas pour le bien, le mieux-être de l'ensemble des Québécois? Pas vraiment qu'on est rendu à une étape où il faut qu'il y ait, je pense, ce genre parce que la ligue de partis, c'est dégueulasse. Bien là, c'est ça. Après ça, ben, tu sais, veux pas. Ça reste que les partis, souvent, ce qui arrive, c'est que ça devient une question d'argent, de machine. Moi, là, je suis tanné d'entendre parler de ça. On veut parler de politique, on veut parler de résolution de problèmes, de concret. Appliquons-le. Je sais pas. Ah oui, à l'évidence, maintenant, il faut qu'on change effectivement les éléments de notre organisation politique. Les partis ne sont pas toujours partis là-dessus. Mais non. Écoute, c'est dur de dire non à de l'argent qui va partir de l'organisation. Bon, ils sont tellement organisés maintenant. OK, hey, je veux te parler de... As-tu reçu une lettre par la poste du Père Noël, genre en décembre dernier? Non? T'écris plus au Père Noël? Non, ça fait longtemps. Juste ça pour parler de Poste Canada, parce que, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle, mais dans la campagne électorale au fédéral, les libéraux avaient dit, nous, on va ramener la poste à la maison, on va enlever les boîtes postales. Finalement, ce qui arrive, c'est qu'on n'installera plus de nouvelles boîtes postales, mais celles qui sont là, on les garde. Ben oui, c'était sûr. Mais on va essayer d'améliorer l'accès pour les personnes âgées, pour les gens, parce qu'il y avait eu des tonneaux aussi là-dessus sur où on les avait mis puis comment ça fonctionnait. Considères-tu que c'est renier une promesse électorale ou tu penses que c'est juste dans le bon fonctionnement? Je pense que Poste Canada, avec Internet, puis il y a moins de courriers, etc., et je pense qu'il faut réfléchir à l'avenir de Poste Canada. Oui, bien là, on le regarde de plus en plus comme étant soit les colis ou soit ce genre d'opération-là qui devient maintenant la vache à lait de Poste Canada. Effectivement, il y a de moins en moins, il reste quelques irréductibles qui demandent à avoir une facture papier de Vidéotron ou de n'importe quelle autre entreprise. Oui, maintenant, tu sais, je vais donner un exemple. Vas-y. Mon épouse a toujours travaillé là, pour une papetière. OK. Alors, quand les Bell Canada ou Vidéotron lui demandent est-ce que vous voulez avoir votre facture électronique, elle leur répond toujours moi, je dois travailler dans une papetière. Alors, vous allez encore m'envoyer ma facture papier. T'es de ces gens-là, toi. Ce genre de réflexion-là est encore très présent. Je veux dire, dans le sens où le papier, on n'a pas encore rendu. Je sais bien qu'on peut avoir des livres sur tablette, là, sur ta tablette aujourd'hui, mais il m'a dit que quelqu'un disait le contact que j'ai ton livre, censé avec le livre, il est. Mais une facture, tu serais-tu, toi, à toucher ta facture et à la lire? Oui. Oui, on dit à la payer. Ah, il fallait payer. C'est surtout pour la payer. Non, mais ce que je veux amener là-dessus, c'est que la question du papier ou de l'électronique, je pense que c'est un débat qui va encore se faire parce que notre façon de travailler, ça a pris longtemps avant qu'on ait la signature électronique.
soit reconnu légalement. Et il a fallu faire des amendements, toutes ces choses-là. Mais, tu sais, puis Poste Canada devra peut-être plus s'orienter effectivement dans les colis comme ils le font. Là, en France, il y a la Poste, là, ça s'appelle la Poste, là, mais c'est parti un peu comme Poste Canada, mais c'est devenu aussi une institution bancaire. Donc, on offre aussi des services. Des services à caractère. Voilà, mais ça, sont là aussi, nous. Tu l'as, tes mandats postes, là, comme on dit. Mandats postes, mon Dieu Seigneur. On est tellement rendu ailleurs, là. Oui, mais c'est quoi? C'est l'ancêtre de l'électronique. Sauf que là, t'emmenais ton argent à Poste Canada, puis là, il te faisait un papier, puis OK, c'est correct, puis l'autre bord. Vive PayPal. Et voilà. Ah, c'est génial. Hey, as-tu un mot à dire en terminant? Là, mettons, il nous reste 1 minute sur le gouvernement des États-Unis a fermé pendant 3 jours à cause qu'on n'est pas capable de s'entendre. Vous savez que quand on ne s'entend pas sur le budget au Canada, le gouvernement est renversé, on retourne en élection. Mais aux États-Unis, tout ferme et puis là, on laisse les gens négocier. Et là, ça négociait, entre autres, là, c'était sur le cas des Dreamers, là, des enfants d'immigrants illégaux qui sont nés aux États-Unis puis qu'on veut leur enlever leur citoyenneté, qu'ils n'ont pas nécessairement déjà. Oui, c'est ça. Ça devient absurde, là, ce fonctionnement de ce gouvernement-là. Mais les États-Unis, oui. Le problème, c'est que l'absurdité, moi, m'inquiète. On dirait que la tête de file, tu sais, un leader, ça doit être inspiré, ça doit faire rêver, ça doit tirer par en avant. Puis là, j'ai l'impression que c'est pas ça qui se passe. Il improvise. Alors, quand tu improvises, tu ne sais pas où ça va te mener. Ça peut te mener à quelque chose de peut-être très, très bien. Hein? Tu as déjà fait de l'improvisation dans le théâtre. Ça peut nous conduire à une très belle pièce là-dessus. Mais ça peut aussi nous conduire à... Il n'y a pas un chat qui rit, là. Puis s'il n'y a pas un chat qui rit, ben, tu as manqué ton coup. Et le problème en politique, comme c'est né actuellement aux États-Unis, j'ai encore énormément de crainte. Super. On va sûrement avoir le temps de se reparler de ton bon ami Donald. Là-dessus, merci d'être toujours là. Bon succès avec ta nouvelle émission, Nouvelle du Haut-du-Lac, samedi matin, manquez pas ça. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Passez une belle semaine et bye-bye. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.